parler du Centre Placette qui nous accueille ce soir. Le Centre Placette est un foyer de résidents destiné aux étudiants internationaux de l'Université catholique de Louvain, originaires de pays partenaires de la coopération belge, reconnus et subsidiés par la Direction générale de la coopération depuis 1973. Chaque année, c'est plus d'une centaine de résidents hébergés, membres du foyer, articulés autour d'un projet participatif citoyen où les étudiants résidents sont des acteurs, des actrices de leur séjour grâce aux infrastructures et moyens procurés par l'ASBEL Placette avec le soutien d'une équipe de permanents. Dès leur arrivée, le résident et les résidentes trouvent au Placette un accueil personnalisé, un accompagnement social et citoyen tout au long de leur séjour, un soutien à l'intégration sociale et académique. En contrepartie, nos résidents s'engagent à adhérer aux valeurs du Placette, à vivre et favoriser les relations interculturelles à travers de nombreuses activités culturelles, créatives et festives qui sont organisées tout au long de l'année. En plus, bien plus qu'un simple hébergement, c'est un projet de vie communautaire pour ces résidents pendant leurs études à l'Université catholique de Louvain. Et ce soir, moi qui suis un des résidents du Placette et président de résidents, je présente ma thèse qui est en rapport avec l'intelligence artificielle. Et avant tout, on va essayer de comprendre les atouts et les enjeux de l'IA. Je tâcherai de ne pas répéter ce que le professeur Yves a dit. C'est ces domaines de l'informatique qui se concentrent sur la création de systèmes capables de simuler l'intelligence humaine. Et parfois au-delà, on a vu quelques exemples, offrent de nombreux avantages tout en posant des enjeux significatifs. Mais alors, quels sont ces avantages? On va essayer de parcourir les avantages de l'IA. Faisant partie de notre vie quotidienne, l'IA est présente dans bien des secteurs tels que la santé, on a vu des exemples, la finance, le marketing, le commerce, le transport, l'économie, l'éducation, le média, divertissement, sécurité, agriculture, environnement, ainsi de suite. En ce qui concerne la santé, l'IA est utilisée pour améliorer le diagnostic médical, personnaliser le traitement et analyser les données de santé. Les systèmes d'IA peuvent détecter des maladies à partir d'imagerie médicale avec une précision parfois supérieure à celle de médecins. En ce qui concerne la finance, l'IA est utilisée pour faire des analyses et la gestion des risques. L'IA fait également du trading algorithmique, détection de fraude, de chatbots financiers, la gestion du portefeuille. Et en ce qui concerne le marketing, l'IA procède à la personnalisation et optimisation de stratégies marketing. Dernièrement, j'étais à une conférence sur le marketing où on utilise l'intelligence artificielle qui permet à ce qu'on fasse un ciblage très avancé. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, vous pouvez être sur Facebook, vous voyez une publicité, quelqu'un dit si vous habitez Louvain-la-Neuve et vous avez tel âge, cette offre est pour vous. Donc c'est à partir des données, des data que l'IA détient et permet à ce que
de s'adresser directement à vous avec ces données-là. En ce qui concerne le commerce, l'IA optimise l'ensemble de la chaîne de valeur, de la gestion de stock à l'expérience client. En ce qui concerne le transport, les technologies d'IA, comme celles utilisées dans les véhicules autonomes, transforment le secteur de transport. Elles visent à améliorer la sécurité routière, optimiser les itinéraires et réduire les embouteillages à partir des données plus ou moins précises. En ce qui concerne l'économie, les entreprises intègrent l'IA pour optimiser leurs opérations, améliorer le service client et prendre des décisions basées sur des analyses de données avancées. En ce qui concerne l'éducation, l'IA travaille pour personnaliser. Aujourd'hui, nous avons des enseignements en ligne, par exemple pour la langue, il y a des robots ou plus ou moins des genres de vidéos que nous avons vus avec le professeur. Ils vous font faire un test pour voir votre niveau et adaptent l'enseignement par rapport à votre niveau. Donc vous avez des échanges avec l'IA pour essayer d'améliorer votre niveau de langue. Et c'est ce que l'IA peut faire avec l'éducation, donc une éducation personnalisée. Le média et divertissement, on voit que les algorithmes d'IA analysent les préférences des utilisateurs pour recommander des films. Ceux qui utilisent les plateformes pour les films ou les vidéos le savent. Donc dès que vous regardez tel ou tel autre type de film ou musique, vous voyez qu'il y a des propositions qui viennent d'elles-mêmes à base de musique ou de films similaires que vous avez regardés. En ce qui concerne la sécurité, dans le domaine de la cybersécurité, l'IA est utilisée pour détecter et prévenir les menaces. Les systèmes d'IA peuvent identifier des comportements suspects et réagir à temps réel pour protéger les données. Et on verra la contrepartie des enjeux liés à cette question. L'agriculture, l'IA aide à optimiser le rendement agricole grâce à l'analyse des données sur les conditions climatiques, le sol, la santé des cultures. Cela permet d'améliorer la productivité tout en réduisant l'utilisation des ressources. Je suis désolé, je ne peux malheureusement pas faire cela. Et ça, c'est un exemple de l'IA qui fait la reconnaissance vocale. En ce qui concerne l'environnement, des solutions d'IA sont mises en œuvre pour surveiller et gérer les ressources naturelles, prédire les catastrophes environnementales et optimiser la consommation d'énergie. Donc, on voit là des caractéristiques par rapport à tout ce que j'ai déterminé, une certaine efficacité et productivité en ce qui concerne l'IA. On voit qu'il y a l'analyse avancée des données et en grande quantité. Il y a un élément qui revient à la personnalisation du point de vue de l'éducation, du point de vue de la médecine, par exemple, la santé. Il y a également un autre élément, l'innovation. Il y a la précision et la fiabilité, bien que c'est encore des choses à discuter. L'accessibilité, il y a la réactivité, l'amélioration continue, l'IA fait une certaine amélioration continue. Il y a le soutien à la décision, donc on peut recourir à l'IA pour essayer d'être éclairé par rapport à la décision à prendre pour des questions plus ou moins complexes. Il y a la résolution de problèmes. Donc, en somme, voici les atouts de l'IA et je vais parler des enjeux. Mais quels sont les enjeux? On vient de voir les atouts, mais quels sont les enjeux de l'IA? L'IA soulève plusieurs enjeux
qui touchent à divers aspects de la vie en société. Je vais vous parler de quelques enjeux en ce qui concerne l'emploi et l'autonomisation de tâches par l'IA pourrait entraîner la disparition de certains emplois, en particulier dans le secteur à faible qualification. Cela soulève des préoccupations concernant le chômage et la nécessité de reconversion professionnelle. La sécurité, les systèmes d'IA peuvent être vulnérables à des attaques comme le piratage ou l'utilisation malveillante. Assurer la sécurité de systèmes d'IA est essentiel pour prévenir de conséquences graves dans les domaines critiques comme la santé et la finance. Donc, comme c'est un système en ligne, c'est aussi susceptible de recevoir des attaques et des piratages, et ça, c'est un enjeu majeur. Les inégalités socio-économiques, et là, on parle généralement de la fracture numérique, et ça peut se poser sur tout le plan, même sur le plan de l'éducation. Donc, aujourd'hui, les étudiants intelligents, c'est ceux qui ont l'accès à ces technologies, qui savent comment les manipuler, parce que les étudiants utilisent l'IA pour répondre à leurs travaux, pour faire leurs travaux, et ceux qui ne l'utilisent pas ne réussissent peut-être pas mieux. Donc il y a ces inégalités qu'on peut relever, les inégalités socio-économiques. Donc ceux qui ont l'accès à l'outil ont plus d'avantages par rapport à ceux qui n'en ont pas, mais aussi au niveau de pays ou de sociétés qui développent vraiment ces technologies sont plus avancées sur différents aspects que d'autres qui n'en ont pas. Donc il y a là une certaine fracture numérique, et c'est un des enjeux également. Le développement durable. Et il y a des questions écologiques qui se posent parce qu'il y a un impact environnemental considérable, parce que pour faire marcher les technologies d'IA, il y a également une forte consommation d'énergie et de ressources. Donc, et là, il y a effectivement des questions écologiques, donc ça laisse des empreintes environnementales considérables. Et je parlais également de la dépendance technologique, et là on peut le voir sur plusieurs aspects. Donc avec l'utilisation de l'IA, on peut développer une certaine dépendance technologique et qui peut réduire considérablement les compétences humaines et la capacité de prise des décisions. La personne qui sait qu'il va recourir à l'IA pour répondre à telle ou telle autre question n'essaie pas d'elle-même comment réfléchir pour essayer de répondre à ces questions-là. Donc il y a une certaine dépendance qui se crée. Il ne sait plus répondre à certaines questions, à certaines obligations sans passer par l'IA. Il y a des expériences de personnes qui mettaient leur confiance à l'IA et à un moment il y a un bug. Il ne sait pas avoir de réponse tirée par rapport à ça et il est bloqué. Donc c'est ça aussi des éléments liés à la dépendance technologique. Il y a également l'impact dans les relations sociales, parce que là il y a un rapport très accru à la machine et de moins en moins le rapport entre humains. Il y a également des inquiétudes vis-à-vis de questions de relations humaines et sociales. Il y a également l'enjeu de protection de la vie privée, parce que l'IA accède à une grande quantité de données et il y a un problème le problème de confidentialité qui également se pose. Et j'essaierai d'aller un peu plus en détail en rapport avec l'éducation. Quels sont les enjeux de l'IA? Je vais essayer de vous expliquer avec des termes plus simples.
fait part d'un scénario. Le professeur a un cours à préparer, recourt à l'intelligence artificielle pour générer son cours. L'IA lui donne son cours, de la première page à la dernière page. Il considère ces cours-là bien écrits. Il recourt également à l'IA pour dispenser son cours. Les étudiants suivent son cours. Au moment de l'évaluation, il va poser à l'IA, à ChatGPT, de composer un questionnaire d'examen sur base de son syllabus. ChatGPT lui donne 2 questions. Il remet les questions aux étudiants. Les étudiants prennent ces questionnaires pour demander à ChatGPT des réponses. ChatGPT répond au questionnaire des étudiants. Les étudiants transmettent les réponses de ChatGPT au professeur. Le professeur prend le copie d'examen. Il demande à l'intelligence artificielle de corriger ces copies d'examen d'étudiants parce que l'étudiant c'est rapide. L'intelligence artificielle fait la correction et donne des notes aux étudiants. Voilà le scénario. Et d'où des questions beaucoup plus profondes. Où est la place de l'homme dans tout ça? L'homme devient un spectateur de communication de machines. Il est en dehors de son action éducative. Est-ce que c'est ce genre d'éducation que l'on veut? Et qu'est-ce que l'étudiant apprend réellement? Quelle est la visée de l'action éducative? Quand on forme, on vise quoi? Si on n'est que spectateur de machines, de communication de machines, de la part des enseignants, de la part des étudiants, on ne fait que agir la machine à notre place. Donc, on a vu ensemble ici les avantages de l'intelligence artificielle, mais également, il y a des enjeux. Et la tendance va vers là. Ceux qui sont dans l'enseignement savent que les étudiants aujourd'hui recourent à ChatGPT pour répondre aux examens. J'ai eu un témoignage de l'enseignant, il dit « Je fais la correction de 400 copies d'un cours et je me rends compte que c'est la formulation de ChatGPT copiée sur le cahier d'examen. Et j'avais un délai de 2 jours pour remettre les notes au niveau de la direction. Et je n'ai pas le copie en format saisi pour aller chercher si c'était effectivement ChatGPT ou pas. Mais comme je n'avais que 2 jours, je me demandais est-ce que je donne 0 parce que je n'ai pas vérifié au préalable pour dire que c'est effectivement ChatGPT ou pas. Est-ce que je donne tout le point? Effectivement, est-ce que les étudiants ont compris? Est-ce que le but de l'enseignement donné a atteint sa finalité ou pas? Avec beaucoup d'inquiétude, cet enseignant a corrigé, pas les étudiants, mais ChatGPT. Et les réponses étaient plus ou moins bien. Il a donné des notes, mais avec beaucoup d'inquiétude. Et ça, pour ça, il est dérangé constamment. Parce on sait bien que on ne veut pas corriger ChatGPT, on veut corriger les étudiants, voir s'ils ont compris la matière ou pas. S'ils sortent avec quelque chose de cette matière ou pas. Donc, plusieurs questions méritent d'être posées par rapport à cela. Et là, je viens de citer un des enjeux que j'appelle, moi, vice intellectuel, la tricherie. Donc, aujourd'hui, avec ChatGPT, on triche. Pourquoi on triche? Parce qu'en fait, on a déjà l'Internet avant. On veut tricher avec l'Internet. Avec les intelligences artificielles,
on est face à un système conversationnel. C'est-à-dire, vous posez la question, il ne va pas à gauche, à droite, il essaie de répondre à votre question. Et vous avez directement la réponse à la question. Par rapport, vous allez sur Google, vous avez tas d'informations. Vous n'avez pas, vous pouvez entrer dans plusieurs données pour voir est-ce que c'est ça la réponse ou pas. Mais ChatGPT vous donne directement la réponse à votre question. Et c'est comme ça. Et c'est plus ou moins chaque fois une réponse personnalisée. Vous pouvez poser la même question 2 fois. Vous avez vous n'avez pas la même formulation de la réponse, vous n'avez pas la même chose. Et c'est comme ça qu'on peut se dire, je peux m'approprier cette réponse pour dire que c'est moi qui ai écrit ça. Donc avec ça, il y a ce que je dis, la tricherie. Et il y a également une tendance à la dépendance, donc une dépendance technologique. Dans l'utilisation de ChatGPT, l'utilisation des autres intelligences artificielles crée une certaine dépendance technologique. Et il y a également des conséquences énormes. Quelles sont ces conséquences? Lorsque chaque fois je vais écrire une lettre, je fais le court chemin demander à ChatGPT de me donner la lettre. Lorsque j'ai une tâche intellectuelle que je dois exécuter, je me dis, je veux, d'ailleurs, ChatGPT écrit bien. Et je crée une certaine dépendance. Je suis en train de réduire mes capacités de travailler mon cerveau. Je suis en train de réduire ma capacité à la créativité. Je suis en train de réduire ma capacité à une certaine originalité. Je suis en train de diminuer davantage mon esprit critique. Parce que c'est la machine qui fait à ma place. Et j'ai eu le témoignage d'une étudiante qui devait rendre un travail, un TP. Il s'est dit, le TP consistait à lire un livre de plusieurs pages et de répondre à la question. Mais l'étudiante a dit, de toutes les façons, je ChatGPT. Je vais juste demander à ChatGPT de me répondre. Mais cette fois-là, il y a eu un bug. Son ChatGPT ne marchait pas. Et il n'avait pas tout le temps pour lire le document. Et c'est la dépendance à la technologie qui a fait que il a tellement confiance à l'outil. J'aurai la réponse rapide à ChatGPT, du coup je ne lis pas le document, je ne donne pas la peine de lire 100 pages, tant que j'ai une réponse directe chez ChatGPT pour répondre. Et mais cette fois-là, elle va, pose, il n'y a pas de réponse. Le site ne marche pas, ne fonctionne pas en ce moment-là. Et ça cause son échec. Il y a plusieurs enjeux qu'on peut voir avec l'utilisation des intelligences artificielles génératives. Et j'en saisis quelques-uns que j'ai définis comme vices intellectuels. Mais on peut trouver pas mal d'enjeux. La tendance à une pensée unique, là c'est déjà cette tendance qui est déjà avec la mondialisation où on veut avoir une seule manière de voir ou de sources plus ou moins standardisées, laissant de côté certains détails ou spécificités d'autres peuples, parce qu'en fait ce sont des technologies développées aux États-Unis, dans la plupart des cas, dont les sources ou les données sont fournies par rapport à cet environnement-là. Et par exemple, vous avez d'autres peuples qui ont d'autres savoirs, mais qui n'entrent pas dans ces standards, dans ce cadre, qui ne sont pas utilisés. Et vous avez une tendance posée à ChatGPT, il vous donne des informations par rapport aux ressources qu'il a.
laissons de côté certaines spécificités d'autres coins du monde. Donc il y a vraiment cet écart qui se crée davantage. Et les gens considéreront effectivement savoir, seulement c'est savoir qui vient de ces outils, alors que ce sont des outils qui ont été nourris par un savoir aussi limité. Donc, on va voir davantage une suppression d'autres spécificités de savoir qui n'entrent pas dans ce cadre. Et ce cadre devient plus ou moins une référence, une manière de penser qui doit s'imposer ou qui s'impose pour tout le monde. Il y a autant d'enjeux qu'on peut déterminer dans l'utilisation des intelligences artificielles génératives. Donc, je saisis quelques enjeux que j'appelle vices intellectuels. Et l'opposé de vice, c'est quoi? Vertu. Et d'où, en fait, la formulation de ma thèse, les vertus intellectuelles. Et le concept des vertus est avant tout un concept moral. Et vous avez ça déjà très développé chez Aristote dans l'Éthique à Nicomède. Mais il y a un autre type de vertu qui conduit aussi au bien, mais un autre bien, parce que la connaissance est considérée comme un bien. Et les vertus intellectuelles sont des vertus qui tendent vers la connaissance, qui est considérée aussi comme un bien. Et les vertus morales tendent directement vers le bien. Alors, les vertus intellectuelles que je propose dans mes recherches sont, vis-à-vis de la tricherie, on essaye de privilégier l'honnêteté scientifique ou intellectuelle, on essaye de mettre en avant l'originalité ou la créativité, de mettre en avant l'esprit critique et d'autres vertus encore. Donc, si vous voulez comprendre cette approche, c'est vraiment une approche qui vise à former l'individu, à la fois sur le plan moral et éthique, mais ici, c'est une éthique intellectuelle. Éthique intellectuelle, éthique donne le précepte, et là, on est dans le genre de précepte où on te dit « tu ne mentiras pas », mentir ici dans le cadre de recherche, dans le cadre de connaissance. Donc, il y a lieu de développer une approche d'éducation qui forme tout l'homme. Une approche d'éducation qui ne se limite pas à la transmission simple de connaissances. Une approche d'éducation qui va permettre aux apprenants d'être conscients de responsabilité, de leur responsabilité vis-à-vis de savoir ou du processus éducatif dont ils sont bénéficiaires. Voilà plus ou moins l'essentiel de ce que je développe. C'est beaucoup plus technique. Si je vais dans les considérations philosophiques, on risque de se perdre. Et cette approche d'éducation tire ses sources dans la philosophie morale et éthique, mais aussi dans l'épistémologie des vertus. Et essaye un peu de passer l'approche des contenus, parce qu'en éducation, on a l'approche des contenus, on a l'approche des compétences, et cette approche que l'on propose, c'est l'approche de vertus intellectuelles. Par approche des contenus, je donne l'exemple d'un cours de littérature, et ce cours de littérature est fait d'un contenu de chapitre. Et la compétence
la compétence sollicitée par rapport à cela, il y a le fait de savoir lire. Mais la vertu intellectuelle dans ces contextes, c'est l'amour de la lecture. Ça vient compléter l'approche par contenu, ça vient compléter l'approche par compétence, mais ça donne des outils à la personne. Vous développez en la personne l'amour de la lecture. C'est une disposition qui reste dans sa vie. Parce qu'on peut savoir lire sans aimer lire. Cette approche met l'accent sur l'importance d'une éducation qui doit former les individus moralement et intellectuellement, responsables et vertueux. Elle considère que l'éducation ne se limite pas, je l'ai dit, par l'acquisition de connaissances académiques, mais elle doit également inclure le développement de la personnalité, du caractère et permettre aux apprenants de faire des choix éclairés et réfléchis, et ils sont guidés par des principes moraux solides.